La musique s'échappant du grand salon vibrait jusque dans le couloir où Clara se tenait, son téléphone serré dans la main. C'est juste une rencontre, avait dit son père, quelques minutes plus tôt, d'un ton qui se voulait apaisant mais qui avait eu l'effet d'une gifle. Une rencontre. La grande fête de mariage de son frère aîné, Antoine, l'événement dont toute la famille parlait depuis des mois, relégué au rang de simple formalité. Et elle, Clara, sa sœur, n'y était pas. Pas vraiment. Elle avait assisté à la cérémonie civile, bien sûr, glaciale et impersonnelle. Mais la vraie célébration, celle qui se déroulait maintenant, avec les rires, la danse, les discours chaleureux, celle-là lui était interdite. La raison officielle ? Une absurde histoire de nombre de places limitées par le traiteur, un prétexte si mince qu'il en était insultant. La vérité, Clara la sentait au plus profond de son cœur, était ailleurs, plus complexe, plus douloureuse. Elle dérangeait, d'une manière ou d'une autre. Son indépendance, peut-être ? Ses choix de vie qui s'écartaient de la voie dorée tracée par leur milieu ? Une vague de tristesse menaça de la submerger, mais elle la repoussa avec la rage d'une guerrière. Non, elle ne leur donnerait pas la satisfaction de l'avoir abattue. Puisque sa présence n'était pas souhaitée, elle irait là où elle se sentait vivante, entière. Le lendemain matin, l'air vif des montagnes lui cinglait le visage. Les skis crissaient sur la neige fraîche, un son qui apaisait son tumulte intérieur. Le panorama était à couper le souffle, une immensité blanche sous un ciel d'un bleu insolent. C'était son refuge, sa cathédrale. Ici, elle n'était pas la sœur gênante, mais simplement Clara, libre. Elle sortit son téléphone, plus par défi que par envie. Un selfie. Sourire éclatant, un peu forcé au début, puis de plus en plus sincère à mesure que la beauté du paysage l'imprégnait. En arrière-plan, les sommets majestueux. La légende vint naturellement, teintée d'une ironie qu'elle espérait perceptible uniquement pour elle-même, l'air de la montagne, le seul rendez-vous qui vaille. Clin d'œil #skilife #liberté. Elle posta la photo sans trop y penser, rangea son téléphone et s'élança sur les pistes, savourant chaque virage, chaque sensation de vitesse. Pendant quelques heures, elle oublia la fête, la blessure, le sentiment d'injustice. Elle n'était qu'un mouvement, une énergie. Ce fut en fin d'après-midi, alors qu'elle se réchauffait avec un chocolat chaud dans un petit café d'altitude, qu'elle ralluma son téléphone. Une notification. Puis 2. Puis 10, 20, 50. Son écran s'illuminait frénétiquement. Son cœur se serra. Que avait-elle déclenché ? Les réactions à son selfie étaient explosives, un déferlement inattendu. Des commentaires d'amis, certains encourageants, d'autres perplexes. Mais surtout, une marée de réactions d'inconnus. Beaucoup de « j'aime », certes, mais aussi des critiques virulentes. Pendant que ton frère se marie, tu te la coules douce au ski ? Quel égoïste, honteux ce manque de respect familial, pathétique besoin d'attention. Chaque mot était comme un petit éclat de verre sous sa peau. Elle avait voulu montrer sa force, elle récoltait le jugement. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle aurait voulu jeter son téléphone dans la neige. Puis, au milieu de ce flot numérique hostile, un message privé attira son attention. Il ne provenait d'aucun de ses contacts. Le profil était sobre, presque anonyme, un simple pseudonyme, alpiniste anonyme, et une photo de sommet enneigé. Le message était court, presque télégraphique. Les sommets ne mentent jamais, eux. Contrairement à certaines rencontres. Je t'ai reconnue, Clara. Tu skis toujours aussi bien qu'à l'époque. Clara fronça les sourcils. L'époque ? Qui pouvait bien être cette alpiniste anonyme, qui semblait la connaître et faire écho, d'une manière étrangement intime, aux paroles de son père et à sa propre légende ? Une vague d'inquiétude mêlée d'une curiosité irrépressible la parcourut. Ce message se distinguait nettement des autres, ni admiratif ni critique, juste, différent. Presque comme une main tendue dans la tempête. Le message des « alpinistes anonymes » tournait en boucle dans l'esprit de Clara. Je t'ai reconnue, aussi bien qu'à l'époque. Quelle époque ? Elle avait beau chercher, aucun visage ne se superposait à ce pseudonyme évoquant la roche et la glace. La plupart des amis d'enfance de son frère Antoine étaient des fils de notables, plus habitués aux cocktails mondains qu'aux sentiers escarpés.
Les jours suivants furent un supplice numérique. Son selfie, initialement un acte de défi personnel, était devenu une affaire publique. Les partages se multipliaient, les commentaires fusaient, la transformant en « la sœur indigne » pour les uns, en « l'icône rebelle » pour les autres. Chaque notification était une nouvelle piqûre. Elle se sentait exposée, jugée, et surtout, terriblement seule face à cette tempête virtuelle. Son père ne l'avait pas rappelé. Sa mère lui avait envoyé un message laconique. « J'espère que tu t'amuses. Ton frère aurait aimé te voir. » Aucun mot sur la véritable raison de son absence à la fête, aucun réconfort. Juste ce mur invisible, froid et silencieux, qui semblait s'épaissir entre elle et sa famille. Elle était sur le point de désactiver tous ses comptes, de se couper du monde digital pour panser ses plaies en silence, quand une nouvelle notification des « alpinistes anonymes » apparut. Cette fois, le message était plus direct, presque pressant. « Clara, je comprends que tu sois méfiante. Mais ce n'est pas un hasard si je t'ai reconnue. Nous avons un passé en commun, lié à Antoine, et à quelque chose de douloureux. Quelque chose que ta famille a peut-être préféré taire. Si tu veux comprendre pourquoi cette rencontre t'a été réellement épargnée, je peux t'aider. Accorde-moi une conversation. Juste une. » Douloureux ? Taire ? Ces mots résonnèrent en elle avec une force insoupçonnée. Une intuition fulgurante lui traversa l'esprit, et si son exclusion n'était pas une simple mesquinerie, mais la pointe émergée d'un iceberg de secrets bien plus sombres? La curiosité, plus forte que la peur, l'emporta. Elle répondit, le cœur battant, « Qui êtes-vous? Et que savez-vous » La réponse fut une proposition de visioconférence pour le soir même. Plus facile pour expliquer. Et pour que tu vois que je ne suis pas un fantôme. À l'heure convenue, les mains légèrement tremblantes, Clara lança l'appel. L'écran resta noir quelques secondes, puis une image apparut. Un homme, la trentaine, le visage buriné par le soleil et le vent, des yeux clairs et profonds qui la fixaient avec une intensité calme. Un sourire esquissé. Il lui fallut un instant pour remonter le fil du temps, pour associer ses traits mûris à un souvenir d'adolescence. « Marc ? Marc Keller » souffla-t-elle, incrédule. Il hocha la tête. « En personne. Ou presque. Ça fait longtemps, Clara. » Marc Keller. Le meilleur ami d'Antoine durant toute leur enfance et leur adolescence. Ils avaient été inséparables, les trois mousquetaires, jusqu'à ce que la vie, ou plutôt un drame, les sépare. Un accident de montagne, justement, dont Marc était sorti miraculeusement indemne, mais qui avait coûté la vie à un autre de leurs camarades. Après ça, Marc s'était éloigné, ou peut-être était-ce la famille de Clara qui l'avait mis à distance. Les souvenirs étaient flous, recouverts par le voile du chagrin et des non-dits. « Je suis guide de haute montagne maintenant », expliqua-t-il, comme pour combler le silence. Ironique, non ? Clara ne répondit pas, encore sous le choc de cette réapparition. « Écoute, Clara, » reprit Marc, son ton devenant plus grave. « Ton absence au mariage, ce n'est pas une question de nombre de places. C'est bien plus compliqué. Ton père a voulu te protéger. Ou du moins, il a cru te protéger. Il y a des choses qui pèsent sur votre famille, des histoires anciennes, des tensions avec la famille de ta belle-sœur que tu ignores. Des secrets qui, s'il éclatait, pourraient tout détruire. » Chaque mot de Marc était comme une pièce d'un puzzle terrifiant qui commençait à s'assembler dans l'esprit de Clara. Elle sentait le sol se dérober sous ses pieds. « Je ne peux pas tout te dire comme ça, au téléphone, » continua Marc. « C'est trop lourd, trop délicat. Mais je peux t'aider à découvrir la vérité, si tu le souhaites réellement. À une condition. »« Laquelle ?» demanda Clara, la gorge nouée. « Il y a un sommet, le pic de l'Aube. Il a une signification particulière pour ce qui s'est passé autrefois. Et pour ce qui se passe aujourd'hui. Je dois y retourner bientôt. Viens avec moi. L'ascension nous donnera le temps, l'isolement nécessaire. Et là-haut, face à l'immensité, peut-être que les mots seront plus faciles à trouver. Et la vérité, plus facile à entendre. Une ascension ? Avec lui ? L'homme qui avait disparu de sa vie après un drame et qui revenait avec la promesse de déterrer des secrets enfouis ?
C'était insensé. Et pourtant, au fond d'elle, une petite voix lui disait que c'était peut-être le seul chemin pour comprendre, pour enfin briser ce mur invisible. L'idée d'une ascension avec Mark Keller, l'ami d'enfance ressurgi des brumes du passé, avait d'abord paru à Clara comme une folie pure. Pourtant, après une nuit blanche à peser le silence de sa famille contre les promesses énigmatiques de Mark, une étrange détermination s'était emparée d'elle. Ce n'était plus seulement une question de comprendre son exclusion du mariage, c'était une quête de sa propre vérité, de son histoire familiale amputée. Ce pic de l'aube, elle le gravirait. Pour elle. Les préparatifs commencèrent presque immédiatement. Mark ne plaisantait pas avec la montagne. Il lui envoya des listes d'équipements, des programmes d'entraînement physique, et insista sur des rencontres régulières pour évaluer sa progression, et, surtout, pour parler. Non pas des secrets encore, mais de la montagne, de ses règles, de ses dangers. Clara découvrit un Mark métamorphosé. L'adolescent un peu gauche et rieur avait laissé place à un homme solide, dont chaque geste, chaque parole, respirait la compétence et une sorte de gravité sereine. Ses yeux clairs, souvent perdus sur un horizon invisible, semblaient porter le poids des sommets qu'il avait conquis et des tempêtes qu'il avait traversées. Une force tranquille émanait de lui, à la fois rassurante et intimidante. Les entraînements étaient exigeants. Randonnée en forêt avec un sac à dos de plus en plus lourd, séance d'escalade sur un petit mur artificiel que Mark avait installé près de chez lui. Clara, sportive mais peu habituée à ce type d'effort spécifique, serrait les dents. Chaque muscle endolori, chaque goutte de sueur était un pas de plus vers ce sommet symbolique. Durant ces moments, les souvenirs d'enfance remontaient, par bribes. Les courses folles dans le jardin avec Antoine et Mark, les cabanes construites, les secrets partagés. Mais ces images autrefois insouciantes étaient désormais teintées d'une nouvelle lumière, plus crue. Elle se souvenait des silences pesants de son père lorsque Mark venait à la maison après l'accident, des regards fuyants de sa mère. Mark, lui, parlait peu de ce passé direct. Mais au fil de leur rencontre, alors qu'ils reprenaient leur souffle sur un sentier ou vérifiaient un mousqueton, ils laissaient échapper des fragments d'informations, comme s'ils testaient la solidité du terrain avant de s'y aventurer pleinement. Il évoqua d'anciennes divergences de vues entre son père à elle et les parents de sa nouvelle belle-sœur, la famille Vasseur. Des histoires de placements financiers audacieux, qui avaient mal tourné bien avant qu'Antoine ne rencontre sa future épouse, créant des renséures tenaces et invisibles pour la jeune femme qu'était Clara à l'époque. Ton père n'a pas toujours fait les choix les plus conventionnels, en affaires, lui dit-il un jour, avec une prudence infinie. Et la famille Vasseur a une très longue mémoire. L'union d'Antoine avec Éléonore Vasseur, disons que pour certains, c'est une façon de solder de vieilles dettes, ou d'en éviter de nouvelles. Clara sentait un étau se resserrer autour de son cœur. Son exclusion n'était donc pas une simple négligence, ni même une tentative maladroite de la protéger d'une ambiance tendue. C'était une pièce calculée sur un échiquier dont elle ne soupçonnait pas l'existence. Était-elle un pion sacrifiable? Ou pire, un risque? Une complicité étrange naissait de ces échanges fragmentés, de ces efforts partagés. Un respect mutuel s'installait. Clara admirait la résilience de Mark, sa capacité à transformer une tragédie personnelle en une passion dévorante pour la montagne. Mark, de son côté, semblait intrigué par la détermination de Clara, par sa soif de vérité. Une attirance subtile flottait entre eux, impalpable comme l'air des cimes, mais rendue complexe par les ombres du passé. Le souvenir de l'accident, la loyauté de Mark envers Antoine, la méfiance instinctive de Clara envers ses secrets qu'il avait si longtemps tenus à l'écart, tout cela formait une crevasse invisible entre eux. « Nous partons dans 3 jours, annonça Mark un soir, après une longue journée de marche. Son regard était sérieux. Le pic de l'aube nous attend. Es-tu prête, Clara? Prête à affronter ce que tu pourrais découvrir là-haut? Car une fois engagée sur la paroi, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Ni pour l'ascension, ni pour la vérité. Sa question resta suspendue dans l'air frais du crépuscule, aussi lourde de promesses que de menaces. Les premiers jours de l'ascension du pic de l'aube furent d'une beauté austère et saisissante. Le ciel, d'un bleu profond, contrastait avec l'éclatante blancheur des glaciers. Clara, bien que tendue par l'attente des révélations de Mark, se sentait étrangement vivifiée par l'effort physique et la majesté du paysage.
Marc était un guide exceptionnel, prévenant et sûr, anticipant chaque difficulté. Le silence entre eux était souvent rompu par le seul bruit de leurs pas sur la neige et le souffle du vent. Parfois, un regard échangé suffisait, une compréhension muette de la grandeur qui les entourait, mais aussi du poids de ce qui restait à dire. Ils avaient atteint un petit plateau, bien au-delà de la limite des arbres, et s'apprêtaient à monter le campement pour la nuit lorsque le ciel commença à se voiler. D'abord de légers nuages effilochés, puis des masses plus sombres qui s'amoncelaient à une vitesse inquiétante à l'horizon ouest. « Il faut se dépêcher », lança Marc, son ton soudainement plus sec. Le temps change plus vite que prévu. En moins d'une heure, le vent se leva en furie, charriant des tourbillons de neige qui giflaient leurs visages. La température chuta brutalement. Le pic de l'aube, si majestueux quelques instants plus tôt, avait disparu derrière un rideau blanc opaque. Ils étaient pris dans un blizzard. L'attente. Vite, hurla Marc pour couvrir le vacarme du vent. Lutter contre les éléments pour monter leur abri fut une épreuve terrifiante. Le vent menaçait de tout arracher, la neige s'infiltrait partout, les doigts de Clara étaient gourds et douloureux malgré ses gants. Marc, concentré, agissait avec une efficacité redoutable, mais Clara voyait la tension sur son visage, une lueur d'inquiétude dans ses yeux habituellement si calmes. Une fois à l'intérieur, le bruit assourdissant du vent qui fouettait la toile leur donnait l'impression d'être dans le ventre d'une bête enragée. L'isolement était total, terrifiant. Des heures passèrent, ou peut-être des minutes, le temps n'avait plus de sens. Ils étaient recroquevillés dans leur sac de couchage, la buée de leur souffle se condensant devant leur visage. La peur commençait à s'insinuer en Clara, froide et paralysante. C'est alors que Marc, le dos appuyé contre la paroi de la tente qui vibrait sous les assauts du vent, se tourna vers elle. Son visage était blême. « Clara » commença-t-il, sa voix rauque. « Je ne voulais pas te le dire comme ça. Pas ici. Mais si on ne s'en sort pas. Ne dis pas ça, Marc. On va s'en sortir, tenta-t-elle de protester, mais sa propre voix tremblait. Il faut que tu saches, continua-t-il, comme si une digue venait de céder en lui. Le mariage de ton frère. Antoine ne s'est pas marié par pur amour pour Éléonore Vasseur, même s'il l'apprécie, je crois. C'est une alliance, Clara. Un arrangement. Clara sentit son sang se glacer. Un arrangement? Quel genre d'arrangement? Les mots de Marc tombèrent, lourds, implacables, chacun portant un coup plus dévastateur que le précédent. L'entreprise de ton père, elle est au bord de la faillite. Une faillite en partie causée par des investissements désastreux qu'il a fait il y a des années, des dettes cachées qui ont refait surface. La famille Vasseur, très puissante, très rancunière à cause de vieilles histoires avec ton grand-père puis ton père, a proposé une sorte de sauvetage. Mais à un prix. Le mariage d'Antoine avec leur fille unique était ce prix. Une fusion des intérêts, une consolidation des alliances pour éviter le déshonneur et la ruine. Clara le fixait, les yeux écarquillés, incapable de prononcer un mot. Son père, l'homme qu'elle avait toujours admiré malgré ses silences, avait joué avec leur avenir? Son frère, Antoine, se sacrifiait? Et toi? Marc hésita, le regard fuyant. Il voulait t'éloigner. Te tenir à l'écart de tout ça. Il savait que tu poserais des questions, que tu n'accepterais jamais, que tu te battrais. Ton père a dit que c'était pour te protéger de cette laideur, de cette pression. Mais aussi parce que ta présence, ton caractère entier, aurait pu faire capoter leur fragile arrangement. C'est juste une rencontre. Les mots de son père résonnèrent dans son esprit avec une cruauté insoutenable. Tout était donc un mensonge. Sa famille, son pilier, s'effondrait. La douleur était si vive, si profonde, qu'elle lui coupait le souffle, plus encore que le froid glacial. Une trahison multiple, son père, son frère, sa mère qui savait sans doute. Des larmes brûlantes se mirent à couler sur ses joues gelées. Elle se sentait vide, anéantie. Au milieu de ce chaos extérieur et de sa propre tempête intérieure, la main de Marc trouva la sienne, la serra avec force. Un contact simple, mais qui ancrait Clara au présent, l'empêchant de sombrer complètement. Dans l'enfer blanc qui les cernait, face à la vérité la plus brutale, un lien étrange et puissant, forgé dans l'adversité et la confidence forcée, venait de se nouer entre eux,
aussi solides et tranchants que la glace qui les entourait. L'aube se leva sur un paysage d'une blancheur immaculée, presque irréelle. La tempête s'était calmée aussi soudainement qu'elle avait surgi, laissant derrière elle un silence assourdissant et un monde transformé. Dans la tente, l'air était glacial, saturé des mots terribles de la veille. Clara n'avait presque pas dormi, son esprit tourbillonnant entre la trahison, la douleur et une étrange gratitude envers Marc pour être resté à ses côtés, pour avoir partagé son fardeau au péril de sa propre sécurité. La descente fut un calvaire. Chaque pas était une épreuve, non seulement à cause de la neige profonde et instable, mais aussi à cause du poids des révélations qui écrasaient Clara. Les paroles de Marc résonnaient en elle, la hantant. Elle marchait comme une automate, ses gestes coordonnés avec ceux de Marc par une sorte d'instinct de survie. Ils s'entraidaient, se sécurisaient mutuellement dans les passages délicats, leurs mains se touchant parfois, un contact bref mais chargé d'une intensité nouvelle. La montagne, témoin de son désespoir, était aussi le lieu de cette connexion brute, presque animale, née de l'épreuve partagée. Ce ne fut qu'une fois arrivé au camp de base, dans la relative sécurité d'un petit refuge encore endormi, que la tension retomba, laissant Clara face à un vide immense. Épuisée, transie, elle s'assit lourdement sur un banc en bois, tandis que Marc s'occupait de défaire leur sac, son visage toujours marqué par la fatigue et l'inquiétude. Le silence devint insupportable. « Pourquoi, Marc ?» lâcha-t-elle enfin, sa voix brisée. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit avant? Pourquoi me laisser m'accrocher à cette illusion ?» Marc se tourna vers elle, ses traits tirés. « Clara, j'ai attendu le bon moment, un moment où tu serais prête. Ici, loin de tout. Je pensais que ce serait plus facile. J'ai peut-être eu tort. Et puis, c'est leur secret, pas le mien. Je n'avais pas le droit de... » Il passa une main lasse sur son visage. « Ton frère est mon ami, malgré tout. Je ne voulais pas le trahir non plus. C'était une position impossible. Pardonne-moi si j'ai mal fait. » Elle voyait sa sincérité, la complexité de sa loyauté. Sa colère refluait, laissant place à une immense lassitude. Que faire maintenant? Rentrer, hurler sa rage à sa famille? Se terrer dans son coin et laisser le destin suivre son cours, ce cours arrangé qui la révoltait? L'idée de son frère, Antoine, se sacrifiant pour des erreurs paternelles, pour des histoires d'argent et d'orgueil familial, lui était intolérable. Alors qu'elle fixait le vide, son téléphone, rechargé en hâte par Marc sur une batterie externe, sonna. Le nom de sa mère s'afficha. Une bouffée d'appréhension la saisit. Elle décrocha. « Clara? Mon Dieu, Clara, tu es là? Tu vas bien ?» La voix de sa mère était paniquée, au bord des larmes. On a su que tu étais partie en montagne, avec Marc Keller. Après tout ce temps. J'ai eu si peur. Ton père est furieux, il ne comprend pas. Elle sanglota. Oh, ma chérie, tout est si compliqué. Si seulement tu savais. Maman, qu'est-ce qui est si compliqué? Demanda Clara, une nouvelle tension dans la voix. Marc m'a tout raconté. Le mariage d'Antoine, la faillite, les Vasseur. Un silence au bout du fil, puis sa mère reprit, plus bas, presque un murmure affolé. Il t'a tout dit? Mais, il y a tellement de choses. Antoine, il n'est pas juste, il n'est pas que ça, une victime. Ce n'est pas si simple. Ton père, oh, je ne peux pas en parler au téléphone. Reviens, Clara, s'il te plaît, reviens. Mais sois prudente. Tout le monde ne veut pas que la vérité, toute la vérité, éclate. Le cœur de Clara fit un bond. Les paroles décousues, terrifiée de sa mère, plantaient une graine de doute dans son esprit dévasté. Antoine, il n'est pas que ça, une victime. Ce n'est pas si simple. Et si la version de Marc, aussi terrible soit-elle, n'était qu'une facette de la réalité? Et si son frère avait un rôle plus actif, plus ambigu, dans cette machination? Une infime lueur d'espoir, ou peut-être simplement une nouvelle complexité, percée à travers son désespoir. L'idée que tout ne soit pas figé, qu'il y ait encore des zones d'ombre à éclaircir, lui redonna une once de combativité. La descente aux enfers n'était peut-être pas terminée, mais une chose était sûre, elle ne resterait pas les bras croisés. Les paroles de sa mère,
chargé d'une peur palpable et d'insinuations troublantes, avait agi sur Clara comme un électrochoc. La descente aux enfers s'était muée en une détermination farouche. Elle ne serait plus la simple spectatrice des drames de sa famille, ni la victime de leurs secrets. Marc la déposa chez elle, un regard intense échangé en guise d'au revoir, une promesse silencieuse de soutien. Il avait sa propre piste à suivre, des zones d'ombre à éclaircir concernant les aspects financiers de l'affaire, maintenant que le voile était levé. Clara entra dans la maison familiale comme on entre dans une arène. Son père était dans son bureau, l'air sombre. La confrontation fut immédiate, explosive. Clara déversa sa douleur, sa colère, le sentiment de trahison. « Comment as-tu pu me mentir à ce point? Sacrifier Antoine ?» Son père encaissa d'abord, le visage fermé. Puis, face à la fureur blessée de sa fille, quelque chose en lui sembla se fissurer. Pour la première fois de sa vie, Clara vit des larmes embuer les yeux de cet homme qu'elle avait toujours cru infaillible. « Je voulais vous protéger. » murmura-t-il, la voix brisée. « J'ai commis des erreurs impardonnables. J'ai cru que cet arrangement était la seule issue pour sauver ce qui restait, pour vous assurer un avenir. Pour Antoine, et pour toi, te tenir à l'écart de cette honte. » Il semblait soudain vieilli, vulnérable. Ce n'était pas une excuse, mais l'aveu d'un homme acculé. Plus tard, elle chercha Antoine. Son frère, qu'elle avait imaginé abattu, résigné, la surprit. Il y avait certes de la fatigue sur ses traits, une tension palpable, mais aussi une lueur de défi. « Je sais ce que tu penses, Clara », commença-t-il avant même qu'elle ne parle. Et oui, la pression est énorme. Notre famille est au bord du gouffre. Mais ce n'est pas aussi simple que de dire que je me sacrifie. Il marqua une pause. J'aime Éléonore. Vraiment. Peut-être que notre rencontre a été facilitée par les circonstances, mais les sentiments sont réels. Pour elle aussi, je crois. Le problème, ce sont nos familles, leurs attentes, leurs manipulations. Nous cherchons une issue, elle et moi. Cette révélation la laissa pensive. Antoine n'était pas une simple marionnette. Il avait ses propres doutes, ses propres sentiments, et il luttait à sa manière. Le lendemain, poussée par une intuition, Clara contacta Éléonore Vasseur, sa future belle-sœur, celle qu'elle avait mentalement cataloguée comme une princesse froide et consentante. La rencontre eut lieu dans un café discret. Éléonore, élégante et posée, la dévisagea d'abord avec une certaine méfiance. « Je sais pourquoi vous êtes là, Clara, » dit Éléonore d'une voix calme. « Et vous avez raison de vouloir comprendre. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que je suis tout aussi consciente des manœuvres de ma propre famille. Ils voient ce mariage comme une transaction, une affirmation de pouvoir. Antoine et moi, nous voulons autre chose. Mais se rebeller ouvertement provoquerait un séisme qui pourrait tous nous engloutir. Nous cherchons une faille, une façon de nous libérer sans tout détruire. » Clara était stupéfaite. Une alliée. Là où elle s'attendait à une adversaire, elle trouvait une femme intelligente et tout aussi désireuse d'échapper au carcan familial. Pendant ce temps, Marc n'était pas resté inactif. Fort de ses années passées dans le milieu des affaires avant de devenir guide, et grâce à d'anciens contacts, il avait commencé à fouiller discrètement dans les montages financiers qui liaient les deux familles. Il appela Clara quelques jours plus tard, sa voix vibrante d'une excitation contenue. « J'ai quelque chose, Clara. C'est encore flou, mais les difficultés de ton père n'étaient peut-être pas uniquement dues à sa mauvaise gestion. J'ai trouvé des traces de transactions suspectes, des investissements qui semblent avoir été délibérément sabotés de l'extérieur. Quelqu'un aurait pu avoir intérêt à mettre les deux familles à genoux pour ensuite les forcer à cette alliance, peut-être pour prendre le contrôle, à terme, des deux entreprises réunies. Ton père a été imprudent, certes, mais peut-être plus manipulé que manipulateur dans cette phase récente. Un manipulateur extérieur? Cette nouvelle perspective changeait tout. Cela n'excusait pas les mensonges de sa famille, mais cela dessinait un ennemi commun, une cible plus tangible pour leur quête de vérité. Ce combat partagé, cette quête commune pour dénouer les fils d'une intrigue qui les dépassait, rapprochait inévitablement Clara et Marc. Les longues conversations téléphoniques tard le soir, où ils partageaient leurs découvertes, leurs doutes, leurs espoirs,
tissaient entre eux un lien de confiance et d'intimité de plus en plus profond. La retenue des premiers jours laissait place à une complicité évidente, à une tendresse qui ne demandait qu'à éclore. Ils étaient devenus une équipe, portés par le même désir de justice, peut-être, par des sentiments plus personnels qui commençaient à s'avouer. L'heure n'était plus à la contemplation des sommets enneigés, mais à la préparation d'une stratégie pour affronter la tempête qui couvait dans la vallée. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités clandestines. Clara, Antoine, Éléonore et Marc formaient désormais un quatuor improbable, soudés par un objectif commun, faire éclater la vérité, mais d'une manière qui ne détruirait pas tout sur son passage. Le plan, audacieux et minutieusement préparé, devait se dérouler lors de la grande réception organisée par les Vasseur pour célébrer officiellement l'union et, surtout, pour annoncer la fusion des deux entreprises familiales. C'était l'arène parfaite, le moment où tous les acteurs seraient présents. Le jour J, une tension électrique flottait dans l'air opulent de la salle de réception. Clara, aux côtés de Marc dont la présence était un roc, observait la foule. Son père et celui d'Éléonore paradaient, affichant une confiance qui sonnait faux. Antoine et Éléonore, complices, jouaient leur rôle à la perfection, attendant le signal. Ce fut au moment des discours, après que M. Vasseur eut vanté les mérites de cette alliance stratégique et fructueuse, qu'Antoine prit la parole. D'une voix calme mais ferme, il commença par remercier les invités, puis son regard se posa sur un homme discret, assis à une table excentrée, M. Delcourt, un cousin éloigné de la famille Vasseur, connu pour ses investissements discrets et son ambition vorace. Il y a des alliances qui construisent, dit Antoine, et il y a celles qui cachent des desseins moins nobles. Des desseins qui visent à affaiblir pour mieux régner. Sur un écran discrètement installé, Marc projeta alors des documents, des relevés bancaires, des emails cryptés, des preuves irréfutables des manœuvres de Delcourt pour saboter les finances des deux familles, créant artificiellement la crise qui les avait poussés à cet arrangement forcé. Il avait patiemment tiré les ficelles, espérant ramasser les morceaux à bas prix une fois les deux entreprises fusionnées et affaiblies. Un silence de plomb s'abattit sur l'assemblée. Delcourt, blême, tenta de nier, mais l'épreuve était accablante. Les patriarches Vasseur et le père de Clara étaient visiblement secoués, réalisant qu'ils avaient été les pions d'une manipulation bien plus vaste. La honte se lisait sur leurs visages, mais aussi un début de soulagement confus. L'ennemi n'était pas seulement en eux, mais aussi à l'extérieur. La soirée se termina dans une confusion certaine, mais pas dans le chaos destructeur qu'on aurait pu craindre. Les masques étaient tombés. Les familles, bien que profondément ébranlées, étaient face à une vérité brute qui, aussi douloureuse soit-elle, offrait la possibilité d'une reconstruction. Le processus de guérison et de réconciliation serait long et ardu, parsemé de silence et d'explications difficiles, mais la première pierre, celle de la vérité, était posée. Quant à Antoine et Éléonore, débarrassés du poids de la contrainte, ils annoncèrent quelques semaines plus tard qu'ils maintenaient leur union. Leur amour, né dans un contexte empoisonné, avait trouvé la force de s'épanouir sur des bases assainies. Ils choisiraient leur propre chemin, ensemble, loin des ambitions de leurs aînés mais pas nécessairement en rupture totale. La communication, brisée, commençait doucement à se rétablir entre les générations. Clara, elle, était métamorphosée. L'épreuve l'avait dépouillée de ses dernières illusions, mais lui avait révélé une force insoupçonnée. Elle avait affronté les secrets, regardé la trahison en face, et en était ressortie plus entière, plus ancrée. Elle avait appris à pardonner, non par oubli, mais par compréhension des faiblesses humaines, y compris celles de son père. Et dans ce tumulte, elle avait trouvé l'amour. Un amour vrai, solide comme la roche des montagnes qu'ils avaient gravies ensemble. Marc était là, son regard plein de tendresse et d'admiration. Leur relation, née dans l'ombre des secrets et la fureur des éléments, s'épanouissait désormais au grand jour, promesse d'un avenir lumineux. Quelques mois plus tard, Clara se tenait au sommet d'une nouvelle montagne, main dans la main avec Marc. Le panorama était à couper le souffle, une mer de nuages sous un ciel infini. Elle sortit son téléphone, non plus par défi, mais par pur bonheur. Elle prit un selfie d'eux deux, rayonnant, le vent fouettant leurs cheveux. Elle repensa à cette phrase de son père, « C'est juste une rencontre ». Ironiquement, cette non-invitation, ce rejet initial qui l'avait tant blessé, avait été le catalyseur de tout. Sans cela, pas de selfie vengeur,
pas de message des alpinistes anonymes, pas de Marc revenu dans sa vie. Cette absence avait provoqué la rencontre la plus importante de son existence. Le selfie de ski, autrefois symbole de sa solitude et de sa fuite, était devenu le point de départ d'une aventure qui lui avait permis de se dépasser, de découvrir la vérité, surtout, de se trouver elle-même. En regardant Marc, elle sourit. La vie, comme la montagne, réservait des tempêtes et des ascensions périlleuses, mais aussi des sommets de joie pure et des compagnons de cordée exceptionnels. Ensemble, ils étaient prêts à gravir tous les pics que l'avenir leur réserverait, au sens propre comme au figuré, le cœur léger et l'âme forte. L'écho des sommets ne charriait plus les murmures du passé, mais la promesse vibrante d'un bonheur conquis.